Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chemin de la mémoire. Nouvelle série. Cette nouvelle série d'une collection qui fut créée par Alain Forest est consacrée aux travaux concernant le domaine historique des origines à nos jours. Déjà paru. Lukian PRIJAC, Lagarde l'Éthiopien, le fondateur de Djibouti, 1860 à 1936, 2012. Jean-Pierre Tharin, Joseph Lacanal, apôtre de la République, 1762 à 1845, 2012. Michel Rosier, Vie politique et sociale de la Sarthe sous la 4e République, 1944 à 1958, 2012. Jean-Yves Bertrand Cady, le colonel Ibrahim Depuis, le pèlerin de la mer Rouge, 1878 à 1947, 2012. Christophe Blanqui, une enquête de Colbert en 1665, 2012. Madeleine Lasserre, la princesse de Ligne, 2012. Pierre Besbar, Crise et changement de société, 2011. Bernard Suisse, La mandarinade, 2011. Julien Quin, un humaniste en guerre, tome 1, lettres 1914 à 1917. Introduction, notes et postface par Pierre-André Meyer, série, 20e siècle, 468 pages. Du même auteur. Grand serviteur de petits États. Les conseillers de Navarre et de Transylvanie, 16e-17e siècle, Rennes, Presse universitaire de Rennes 2012. Pour le bien de l'État, et le repos du public. Auguste de Galland, 1572 à 1637, conseiller d'État et commissaire de Louis XIII au Synode des Églises réformées de France, Paris, Honoré Champion 2012. Remerciements. L'édition de ce texte a une longue histoire. Elle commence en 2004, au temps de la rédaction de mon mémoire de maîtrise à l'Université Paris 1, sous la direction de Claude Michaud et d'Hervé Drévillon. Consacré aux représentations des sièges des années 1620, ce travail de recherche, ma première campagne historiographique, révéla un grand nombre de documents peu ou jamais exploités auparavant. Le journal que vous ouvrez en est un. Le prolongement de mes recherches sur les années 1620 m'avait permis de le relire à maintes reprises et d'y trouver toujours quelque chose de nouveau. Je remercie mes directeurs d'avoir dirigé, en bon capitaine, mes travaux qui conduisirent directement au diplôme d'études approfondies, en 2005, sous la direction de Claude Michaud, et indirectement au doctorat, en 2009, sous la direction de Nicole Lemaître. Pendant toutes ces années, mon intérêt pour l'approche culturelle de l'histoire militaire n'a rien perdu de sa vigueur et a profité aussi souvent que possible des échanges qui eurent lieu au séminaire coordonné par Hervé Drévillon, Bernard Guénaud, Laurent Henninger et Giulio Romero, ainsi qu'aux journées d'études organisées par l'Université Paris 1, CRHM et A127 et les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan dans le cadre du programme de recherche pluriannuel La construction du militaire. Enfin, un remerciement spécial est dû à François Pernaut, Université de Cergy-Pontoise, et à Anne de Mathan, Université de Bretagne occidentale, pour m'avoir fait confiance en m'attribuant la responsabilité de certains travaux dirigés où l'histoire des guerres de religion fut à l'honneur. Introduction. Philippe de Harlay, ambassadeur de Louis XIII à Constantinople, se plaignait souvent de l'arrivée tardive des dépêches royales à la capitale turque. Le 4 janvier 1622, il accusa comme d'habitude le bel de Venise d'avoir volontairement retardé le courrier venu de France. Le destinataire de sa plainte fut Pierre Brulart, vicomte de Puisieux et secrétaire d'État de Louis XIII, qui prit connaissance avec surprise de la réaction de l'ambassadeur aux nouvelles d'octobre sur le siège de Montauban, commencé le 17 août 1621. J'apprends que dans peu de jours, le roi fera obéir ses subjects rebelles enfermés dans Montauban, de quoi j'aille eu de l'estonnement, non que j'aille douter du succès, mais j'aille toujours tenu cette place pour une seconde Rochelle capable d'arrester 5 ou 6 mois, une armée royale et cependant je vois par votre lettre que vous étiez déjà attaché au bastion le 13e d'octobre. Ce qui m'a donné espérance qu'après l'effect de quelques mines, suivi de la fureur du canon, que vous aurez pu faire devant la Saint-Martin, une brèche raisonnable pour un assaut général, si tant est que leur brutale opiniâtreté ne leur ait attesté accent aigu la cognoissance de leur prochaine ruine et empêché d'emploreur la clémence du roi, lequel surpasse en cette vertu, et en plusieurs autres, tous les princes du monde. Le succès annoncé n'eut pas lieu.
l'ambassadeur cria victoire trop tôt car Louis XIII décida de lever le siège dans les premiers jours de novembre 1621, après avoir passé en vain près de 3 mois devant les murs de la citadelle protestante. Montauban n'allait ouvrir ses portes aux troupes royales qu'après la signature de la paix de Montpellier, 18 octobre 1622. Philippe de Harlay eut tort de modifier le jugement qu'il porta sur la capacité de Montauban à résister. La ville tint bon et mérita le surnom très approprié de Seconde Rochelle. Elle était en effet la plus forte place protestante après la grande cité portuaire de la côte atlantique. Comme La Rochelle, Montauban endura plusieurs sièges au XVIe siècle sans céder. Les deux villes réitérèrent cet exploit en 1621 et 1622. Quelques années plus tard, après la reddition de La Rochelle, le 28 octobre 1628, la ville de Montauban devint véritablement une seconde Rochelle, car elle continua à incarner la résistance protestante jusqu'à sa reddition devenue inévitable, le 18 août 1629. En 1621 à 1622, Montauban devait sa force à ses fortifications gardées par des habitants courageux, sous le commandement de Jacques Nompart de Caumont, marquis de la Force, et de François de Béthune, comte d'Orval, encouragés par les pasteurs dont Daniel Chamier, tué le 16 octobre par un boulet de canon sur le rempart. Bien organisés et favorisés par la chaleur, puis par le temps pluvieux, les assiégés surent tirer profit de l'affaiblissement de l'armée royale, exposée à la fièvre pourprée, c'est-à-dire la scarlatine, ainsi que de nombreuses bavures des artilleurs et des artificiers de Louis XIII. Les Montalbanais en étaient conscients comme le montre le journal du pasteur Hector Joly, intitulé Histoire particulière des plus mémorables choses qui se sont passées au siège de Montauban et de l'acheminement d'Aille-Celui, et publié plusieurs fois entre 1622 et 1624, dont Janine Garisson donna une édition critique en 2002. Les officiers de l'armée royale connaissaient également les avantages de la ville assiégée, et leurs propres défauts, mais ils ne les reconnaissaient pas toujours suffisamment dans leurs écrits que dominent la justification et l'héroïsation de soi. Les 74 pages que François de Bassompierre, 1573 à 1646, consacre dans son journal au siège de Montauban illustrent bien cette attitude. L'ouvrage inédit qui est publié ici s'en distingue considérablement, tout en éclairant des détails, jusqu'à présent inconnus, de certains événements relatés par Bassompierre. Il s'agit d'un journal qui narre le siège de Montauban entre le 17 août et le 2 novembre 1621. Conservé dans un recueil des manuscrits français de la Bibliothèque nationale de France sous la cote 3712, le texte s'étend sur 49 feuillets recto-verso, f°244 r°f°293 v°. Comme toutes les autres pièces contenues dans le même volume, celle-ci est une copie à l'écriture régulière, réalisée au XVIIe siècle. Elle ne comporte que quelques mots rayés, aussitôt remplacés par d'autres. Il est probable que l'original de ce document ait pu appartenir à Pierre Janin, 1540 à 1623, homme d'État important des 2 premières décennies du XVIIe siècle, car toutes les autres pièces qui précèdent le journal dans le volume 3712 sont des copies des écrits du grand magistrat. Certains d'entre eux concernent même directement les affaires protestantes. Tel est le cas des advis et raisons du feu sieur Janin pour faire la paix avec ceux de la religion prétendue réformée en l'année 1621, f°204 r°f°225 r° et de L', les scripts faits par le sieur Janin au mois de février 1622 lors du retour du roi à Paris, venant du siège de Montauban, contenant ses raisons pour faire la paix, f°226 r°f°239 v°. Propriétaire hypothétique du journal, Pierre Janin n'en fut certainement pas l'auteur. L'identité de ce dernier est difficile à déterminer car il ne signe pas, et ne se met pas en scène dans son ouvrage. En revanche, son écriture permet de cerner son profil. L'auteur donne les moindres détails des travaux et des combats qui se déroulèrent dans le quartier du Roi, dit aussi celui du Connétable, à l'attaque de Montmirail, en face du faubourg Ville-Nouvelle, à l'ouest de Montauban. Il n'est pas aussi bavard en ce qui concerne les événements des 2 autres quartiers, établis en face de la porte du Moustier, à l'est de la ville, et en face du faubourg Ville-Bourbon, au sud de Montauban. Le vocabulaire de l'auteur et la précision avec laquelle il décrit les opérations suggèrent qu'il s'agit d'un officier qui consigna l'essentiel de ce qu'il a vu et entendu dans son quartier.
Cet homme de terrain ne rédigea pas son journal pour glorifier Louis XIII ou diaboliser les Montalbanais. Son objectif n'était pas politique, mais historiographique, voire pédagogique, comme le montre la dernière partie du titre interminable du manuscrit, Tracté ou journal de ce qui s'est observé au siège de Montauban tant pour ce qui est de la composition d'Aille celui, des ordres qui y ont été donnés par le roi, Sa Majesté y estant, et qui y ont été gardés successivement. Ensemble des diverses rencontres et succès qui y ont survenu depuis le commencement jusqu'à la fin, où se voient les moyens de prévenir et surmonter les grandes difficultés qui peuvent naître en ces diverses rencontres. En enregistrant les faits, l'auteur met en relief les difficultés auxquelles devaient faire face les assiégeants en général, et les artilleurs et artificiers en particulier. Tonneaux de poudre placés trop près des batteries, mines trop chargées ou mal placées et remplissage tardif des gabions qui, pendant qu'ils étaient vides, ne donnaient aucune protection contre les mousquetades. Voici quelques-uns des problèmes rencontrés pendant le siège de Montauban que les spécialistes devaient résoudre ou traiter, d'où le premier mot du titre, pour augmenter la précision de l'armée assiégeante et diminuer aussi bien les pertes que la durée des sièges à venir. Le journal de l'officier anonyme constitue ainsi un morceau de la mémoire technique d'une armée royale en voie de modernisation. Images saisissantes et beaucoup de données restituent le théâtre d'opération sous la plume de l'officier, dont l'objectivité relative est due à sa démarche pragmatique et pratique. Pour ce témoin exceptionnel, ne compte que les faits bruts dont l'interprétation n'entre pas toujours dans son projet d'écriture. C'est ainsi que les protestants montalbanais ne sont pas, à ses yeux, des hérétiques, mais simplement des ennemis dont il ne commente pas les exactions. Par exemple, lorsqu'il note le 5 septembre, que le cadavre du sieur de la Frette fut rendu par les Montalbanais et que tout le corps du gentilhomme fut meurtri de plus de 60 coups de mousquet et d'espée, aucune condamnation morale n'est formulée contre les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.